Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va faire cette petite peinture à l'huile. On va parler couleur, composition, on va voir les différentes étapes, que ce soit le dessin, la partie un peu coloriage, et ensuite on va voir les couches de transparence différentes, on va parler des valeurs, on va parler de pas mal de trucs. Donc voilà, ça devrait être sympa, tu vas voir, il n'y a pas de panique, c'est une approche assez facile que j'ai en fait qui se réfère toujours un petit peu aux fondamentaux de la peinture. Et j'essaie de faire vraiment de mon mieux pour expliquer le plus clairement possible pour qu'ensuite toi à la fin de la vidéo tu aies vraiment des informations que tu puisses utiliser dans ta pratique au quotidien. Donc voilà, on va pas faire du blabla pendant 50 ans, c'est parti. Bon, on va bientôt commencer la peinture, mais juste avant, je voudrais parler 2 minutes du placement parce que c'est une étape assez importante. Donc on va prendre les exemples de ces petits oiseaux que j'ai dessinés il y a quelques jours et on va essayer de les placer dans un cadre quelconque. On va dire celui-ci par exemple. Donc si par exemple tu veux placer cet oiseau, ces deux oiseaux dans ce cadre, il ne faut surtout pas commencer par les détails ou quoi que ce soit. Ce que tu veux voir c'est quelle est la forme générale de leur silhouette. Et là en l'occurrence c'est un genre de losange un petit peu déformé. Donc tu vois, c'est aussi large que haut. Et donc une fois que tu as repéré cette forme générale, tu vas la placer sur ta toile. Par exemple, pour celui-là d'oiseau, on peut voir que c'est plutôt un genre de rectangle plutôt allongé. Donc si tu veux le placer, eh bien, tu vas placer cette forme-là. Et si par exemple tu voulais le faire un tout petit peu plus gros, tu le ferais comme ça. Cet oiseau-là et cet oiseau-là étant exactement les mêmes, simplement ils sont placés différemment dans la peinture en fait. Donc par exemple dans le cadre de mon serpent, qui est un cadre un petit peu plutôt allongé, j'ai décidé de le mettre dans cette zone, et ensuite d'avoir la tête qui ressorte un petit peu. Donc tu vois, à ce stade-là, il ne s'agit pas de savoir dessiner ni rien, c'est juste savoir où est-ce que ton sujet va se placer dans ton environnement. Bon alors maintenant que tu as compris comment utiliser l'espace de ta toile avec une certaine conscience, on va juste appliquer pour le serpent ce qu'on a déjà vu dans les autres vidéos sur le cylindre, sur le dessin, etc. C'est-à-dire un genre de cylindre qui se balade à droite et à gauche, en essayant de faire en sorte d'avoir le plus de volume possible dans le dessin. Donc pour ce faire, n'hésite surtout pas à revenir à ton cylindre de base et à noter les ellipses qu'il y a sur le serpent pour faire en sorte d'avoir bien ce sentiment de volume. Là, il n'y a pas de pression, c'est juste l'étape du dessin, et justement c'est ça qui est bien, c'est que tu peux regommer, refaire des formes, il n'y a aucun problème à faire des erreurs, c'est fait exprès. Le but justement, c'est d'économiser du temps quand tu vas passer à la peinture pour éviter de te faire tourner en rond avec tes pinceaux. Donc crois-moi bien, quand à ta partie dessin tu perds 10 minutes à gommer un truc et à le refaire, en fait tu gagnes 2 heures de peinture minimum. Donc tu vois là typiquement, j'ai changé la position de ma tête pour occuper mieux l'espace, la tête ensuite que j'ai refait, je l'ai dessinée au moins 3 ou 4 fois. Écoute, c'est pas grave, c'est un peu relou sur le moment, mais au final ça t'entraîne et du coup plus tu le fais, la répétition fait que tu deviens de mieux en mieux, donc moi je le prends comme un entraînement au final et ça va très bien comme ça. Surtout, ultra important, fais attention d'avoir la main bien légère et de ne pas abîmer ton papier ou ta toile ou peu importe la chose sur laquelle tu peins avec ton crayon, ça c'est vraiment super important. Aussi, idéalement, ce que tu peux faire, c'est savoir où est-ce que ta lumière va frapper, et puis le noter, le dessiner, comme ça au moins tu es tranquille pour après. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal, parce que j'ai tendance à trouver qu'au fur et à mesure que la peinture avance, en fait, d'une certaine façon, elle se dévoile à toi aussi. Donc c'est vrai que j'ai une idée de où est-ce que la lumière va frapper, mais j'en suis pas sûr à 100%, donc je me laisse un petit peu d'improvisation avec ça. Après, chacun sa méthode, mais c'est clair que le plus tôt tu le sais, le mieux. Donc voilà, dessin terminé. Le but de ton dessin, ta mission en fait, c'est d'avoir donné suffisamment d'informations pour que ensuite, toi, quand tu passes à la peinture, tu galères pas et tu tournes pas en rond. Donc ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ce que tu es en train de dessiner, de ton niveau dans le sujet que tu es en train de dessiner. Moi personnellement, en serpent, je suis pas un ouf et puis c'est la première fois que j'en peins un, donc je me donne suffisamment d'informations. Par contre, pour le fond, les feuilles, la branche, etc., tu vois, je me donne moins d'infos parce que je me sens plus à l'aise avec le concept et je sais que c'est plus secondaire dans ma peinture. Donc ça, c'est à toi de voir. Alors pour les couleurs, comme d'hab, je vais gérer mes valeurs avec mon bleu, mon marron et mon blanc. Pour ceux qui ne savent pas, en mélangeant du bleu et du marron, tu les mélanges et paf, ça fait du noir. Ça veut dire qu'en mélangeant avec du blanc, tu peux faire du blanc jusqu'au noir avec toutes les variations de gris que ça implique sans avoir du noir sur ta palette. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais avoir un jaune cadmium moyen et un rouge cadmium foncé. Donc là, tu as vraiment la base, bleu, jaune, rouge, blanc et marron, donc tu peux tout faire avec ça. Ensuite j'ai quelques jokers, je vais avoir un rouge oxyde, un jaune oxyde, très très belle couleur transparente pour faire des glacis puis pour teinter certaines choses. Je vais aussi avoir un bleu turquoise qui peut aussi permettre de donner une très très belle couleur à mes bleus en général, et je vais avoir un vert de vessie. J'utilise en général pas trop de vert, mais là je trouve que celui-là il est super cool. Donc voilà, ensuite moi la palette que j'utilise c'est pas forcément le plus important, tu peux tout à fait avoir un résultat aussi bien, voire largement mieux, avec une palette même beaucoup plus limitée ou alors avec 50 000 tubes de peinture, ça c'est largement secondaire en fait. Donc j'ai passé environ 1h30 sur mon dessin et là on va pouvoir commencer à faire la peinture qui est de loin l'étape la plus intéressante. J'ai pas fixé mon dessin mais a priori ça va pas bouger, mais de toute façon je vais utiliser une pâte qui recouvre à 100% donc c'est pas très grave même si la mine de plomb bouge dessous, on s'en fout.
Donc il y a 2-3 trucs à dire intéressants qui vont pouvoir t'aider sur le fond. D'abord, idéalement, commencer sa peinture par le fond et finir par la zone focale, entre guillemets. Ça, c'est ça qui va te permettre de faire une zone focale qui va être bien plantée dans son contexte. C'est pas une obligation, il y en a qui font l'inverse. Moi, j'aime bien faire cette technique, on va dire que c'est une technique qui est communément admise par la majorité des peintres, j'aurais tendance à dire. Donc dans le fond, ce que tu veux faire, c'est garder des couleurs bien désaturées à base d'un mélange de marron et de bleu. Comme on sait, le marron et le bleu, ça nous permet de faire du gris. Ensuite, tu peux mélanger avec du jaune pour avoir du vert, ou alors mettre directement du vert dedans, par exemple, dans mon cas là, ou alors avoir quelque chose de plus bleu turquoise, etc. Néanmoins, tu vas garder quelque chose d'assez désaturé, c'est-à-dire proche du gris. En fait, pour résumer, quelle que soit la couleur que tu choisis, fais quelque chose de pas trop coloré, tu auras tout le temps de sursaturer tes couleurs après si tu en as besoin, si tu en as envie. Je veux vraiment garder des variations et des contrastes qui soient abstraits, ça veut dire que je ne pense pas trop à ce que je suis en train de faire, je sais qu'il va y avoir des masses de clair et des masses de foncé, néanmoins je veux faire vraiment en sorte d'avoir des mouvements qui soient pas trop réfléchis pour créer le chaos, pour créer l'entropie qui va le mieux représenter la nature en fait. Fais en sorte aussi de garder des valeurs bien compressées, garde-toi bien loin du blanc pur, bien loin du noir pur, et aussi une fois que tu as recouvert toute ta toile, n'adoucis pas, ça sert pas forcément à quelque chose, garde des variations un petit peu sèches comme ça, même si de près c'est pas très joli, tu vas voir qu'avec un tout petit peu de distance, en fait ça va devenir beaucoup plus doux, et en fait si tu adoucis trop, tu vas perdre la puissance de ta peinture. Après, tu vois, une fois que j'ai recouvert l'ensemble de mon fond, je peux venir avec un autre pinceau un peu plus petit, rajouter des variations plus claires, etc. Je garde quelque chose d'abstrait. Tu vois bien que ce que je suis en train de faire là, c'est pas figuratif, c'est simplement des pages de couleurs à droite à gauche qui vont permettre en fait à ton esprit de comprendre ce qui est en train de se passer. Le plus important de suite, c'est pas de représenter quelque chose, mais plutôt d'avoir des zones de couleurs, des masses de valeurs qui soient suffisamment définies, de pas avoir trop quelque chose qui prête à confusion, qui soit mou et ennuyeux. J'essaie de garder une certaine dynamique, on va dire, dans l'abstraction de mon fond. Bon, maintenant que j'ai passé à peu près 40 minutes sur le fond, je vais faire un petit peu plus du premier plan. Et comme tu peux voir, je vais appliquer quelque chose de beaucoup plus foncé. Et c'est cette distinction entre des valeurs qui vont être compressées relativement claires et avec quelque chose là qui est beaucoup plus foncé qui va créer cette impression de distance, de perspective atmosphérique entre le fond et mon sujet principal. Ça marche aussi avec le tatouage, ça marche avec n'importe quel type d'art en fait. Si tu mets les mêmes lumières et les mêmes foncés partout, tu vas juste avoir un rendu plat. C'est pour ça que c'est important que dans tes valeurs, c'est-à-dire dans ta hiérarchisation de foncé et de clair, tu aies des zones qui soient groupées. Et c'est ce groupement de zones qui va te donner les indications sur leur placement dans la perspective atmosphérique. Allez, je rajoute quelques variations de feuilles, des verts un petit peu plus intenses pour créer un petit peu plus de proximité et je vais attaquer le serpent et je vais l'attaquer par les zones d'ombre en premier, histoire en fait d'avoir à la fin, en dernier à faire, mes zones de lumière qui vont dans un premier temps apparaître en négatif en fait. Donc pour le moment, mes zones de lumière, je les peins pas et je les garde vraiment pour la fin. Surtout, fais bien attention à garder cette sensation de 3D que tu auras établie dans ton dessin. Et pour t'aider dans cette mission, ce que tu peux faire, c'est faire des hachures comme quand on dessine. Tu sais, quand on fait des hachures dans le sens du dessin, dans le sens du volume, tu peux faire pareil avec ton pinceau si tu en as envie, si ça peut t'aider. Après, c'est certain qu'avec beaucoup d'expérience dans un sujet donné, il est possible de le peindre directement sans avoir à le dessiner en premier. Mais il ne faut pas oublier qu'en peinture, on est de toute façon pieds et poings liés à notre compréhension des formes de ce qu'on est en train de faire. Donc de toute façon, si tu sais pas dessiner quelque chose, tu sauras pas le peindre ou alors ce sera un coup de bol et tu vas y arriver une fois sur 10 et nous c'est pas ça qu'on recherche. Bref, comme tu peux voir, pour en revenir à la peinture, je vais finir toutes mes zones qui sont à l'ombre avec un bleu plutôt gris que bleu en fait et assez clair. J'ai envie d'avoir des valeurs assez cool, assez compressées pour le moment. Et je sais ensuite que dans mes glacis, dans mes couches suivantes, je vais pouvoir rajouter des valeurs qui vont être beaucoup plus puissantes, des foncés plus profonds, etc. Maintenant, on va placer la lumière. Pour ça, je vais prendre un blanc et un jaune oxyde. Le jaune oxyde, c'est une super couleur pour faire la lumière. Et puis, je vais de nouveau juste venir colorier les zones qui sont à la lumière. Pour le moment, cette première couche-là, c'est pas nécessairement la partie la plus excitante de la peinture d'un point de vue création. Tu dois juste suivre un plan donné. Mais bon, c'est comme ça qu'on arrive à un certain résultat aussi. Et ensuite, tu pourras te laisser aller un petit peu plus à ta créativité. Pour le moment, on suit un plan pour avoir un résultat. Allez, maintenant je vais faire la tête en rouge. J'avoue, j'ai vraiment galéré pour la tête. J'ai commencé à faire plein de petits détails que finalement j'ai recouvert, etc. Donc voilà, il y a eu des allers-retours qui ont été faits, mais bon, c'est comme ça. J'imagine que c'est par essai-erreur qu'on apprend et que la prochaine fois je pourrai faire quelque chose de mieux. Mais dans tous les cas, encore une fois, je garde en tête, ou du moins j'essaye au maximum de garder la forme en perspective en 3D de mon objet, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et je vais lui appliquer une couleur locale rouge, parce que ça va faire un petit peu office de point focal, en fait, en plus avec ce fond qui va être assez clair, comme ça la tête plus foncée va pas mal ressortir, et ça devrait être assez cool.
Bon, à ce stade de la peinture, c'est la couche numéro 2 et il n'y a pas grand chose à dire puisqu'elle s'inscrit en tout point dans la lignée de la couche première en fait. Et en fait, à ce moment-là de la peinture, je pensais véritablement la laisser comme ça, j'étais assez satisfait, j'aimais bien ce côté un petit peu Walt Disney. Et je pensais pour le moment pas que j'allais ajouter des détails un petit peu plus miniaturisés, on va dire, puisqu'effectivement la peinture est vraiment petite. Donc on va pas s'attarder là-dessus et on va passer directement à la fameuse couche que je pensais pas faire, les détails. Alors pour la partie des détails, je vais commencer par appliquer un glacis un peu violent, je pense que j'y suis allé un peu fort, avec du jaune oxyde et un petit peu de rouge oxyde je crois. Et en fait ce glacis-là, il va me permettre en fait de pouvoir peindre les détails sur une surface agréable, puisque la grande force de la peinture à l'huile, c'est de ne pas avoir à peindre sur quelque chose de sec. Donc si tu veux, lorsque ta peinture est sèche, un truc qui est intéressant, c'est de passer un glacis de travail, comme dirait Sylvain Loisan. Un glacis de travail étant donc un léger glacis qui teinte relativement peu, ça dépend, c'est un peu toi qui décides, mais surtout qui est là pour te donner une texture agréable sur laquelle tu peux ensuite venir travailler. Donc là, c'est un peu plus qu'un glacis de travail compte tenu de son intensité. Néanmoins, l'idée est la même, c'est pour me préparer à passer la couche suivante. Donc maintenant, pour la question des écailles, en fait, le maître mot de façon générale en peinture, c'est d'essayer de trouver la bonne simplification. Même quand on fait des choses vraiment très complexes comme ça, surtout ce qu'il faut essayer de faire, c'est trouver la façon la plus facile d'y arriver, et surtout la façon dont structurellement ce que tu vas faire est organisé. Pour des écailles, par exemple, tu ne vas surtout pas commencer à faire une écaille après l'autre. Tu vas forcément te retrouver avec des écailles plus grosses que d'autres, plus petites que d'autres, et surtout tu vas perdre ton impression de 3D parce que l'organisation de tes écailles va perdre de son sens en fait. Donc ce que tu veux faire, c'est d'abord établir une grille. Une fois que tu as établi ta grille, tu peux venir individuellement travailler chacune des écailles, dépendant de leur taille. Moi, là, en l'occurrence, il n'y avait pas grand-chose à faire, j'ai juste rajouté un petit peu de lumière. Si effectivement elles sont énormes et que tu fais des écailles de 2 cm sur 2, là, tu vas pouvoir venir raffiner la forme individuelle de chacune avec un peu plus de précision. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est de trouver l'architecture fondamentale de ce que tu t'apprêtes à faire et surtout pas de faire les choses individuellement. Groupe dès que tu peux, simplifie tant que possible. Alors je vais aussi venir dessiner des écailles individuelles sur le visage du serpent. Et ça a l'air de rien parce que c'est en accéléré, mais en vrai cette étape de la peinture m'a pris je pense 3 ou 4 heures de faire toutes ces petites écailles. Donc c'est assez laborieux, c'est assez lent. C'était pas nécessairement obligé, en plus ça a juste l'air beaucoup plus détaillé, mais c'est même pas forcément plus joli comme ça je trouve. Maintenant, on est à un stade vraiment avancé de la peinture et quand j'en suis là, j'aime beaucoup tourner ma peinture en noir et blanc pour essayer d'y voir plus clair et faire en sorte que ce soit bien lisible. Et on peut voir que c'est pas si lisible que ça. Les contrastes du serpent se confondent un petit peu avec les contrastes du fond, la branche est peut-être pas assez foncée, certaines zones sont pas assez claires, il y a encore vraiment moyen de faire en sorte que ce soit beaucoup plus lisible. Et ça, c'est vraiment grâce au fait de tourner sa peinture en noir et blanc que tu vas pouvoir voir tous les problèmes que tu vas devoir régler après. Maintenant, je te propose d'observer en noir et blanc la version finale de cette peinture et on peut voir que c'est beaucoup plus clair, le serpent ressort beaucoup plus, il y a beaucoup plus de clarté dans la perspective atmosphérique entre le fond et le serpent a plus de place de se développer dans la toile, donc j'ai enlevé certains détails, j'ai retravaillé mes contrastes, j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait des contrastes vraiment violents au niveau du visage du serpent, histoire que ce soit bien la zone focale, que ça prête pas à confusion, qu'on sache quoi regarder, où regarder, c'est lisible et c'est beaucoup plus clair. Donc maintenant, on va voir comment j'ai fait pour rajouter ce niveau de lisibilité sans perdre les détails que j'avais déjà fait auparavant. D'ailleurs, tu vois, je t'invite à voir que maintenant qu'on passe la peinture de nouveau en couleur, on est assez choqué par l'intensité des couleurs. Et ça veut dire que même si j'ai fait attention, même si je suis conscient du fait qu'il fallait faire gaffe avec les couleurs vives, j'ai quand même fait des couleurs trop vives. Donc voilà, vraiment faire attention avec l'intensité des couleurs, parce que tu vois là, je suis tombé dans le panneau alors que je suis en train de donner une leçon à ce propos. Bref, pour revenir au sujet précédent, c'est-à-dire comment faire pour réintensifier ma peinture à ce moment-là sans perdre les détails, le maître mot, ça va être les glacis, ou du moins en grande partie. Donc pour faire ça, j'ai pris du noir transparent que j'ai bien dilué et en fait, je suis venu passer des glacis dans les zones d'ombre de mon serpent. Ça va lui permettre d'avoir les foncés les plus foncés de ma peinture, donc en fait d'être le point le plus en tension, en fait le plus focal, et en même temps le fait de travailler en transparence va me permettre de pouvoir gérer mes valeurs sans avoir à recouvrir tous les détails que j'ai fait auparavant. À ce stade-là de la peinture, t'as pas envie de rebattre tes cartes à moins vraiment d'en avoir besoin, et t'as envie de pouvoir continuer d'augmenter l'intérêt de ta peinture sans perdre tout ce que t'as fait avant, notamment toutes les petites écailles et tous les petits détails que j'ai fait dans les zones de foncé, j'ai aucune envie de les perdre, j'ai juste envie d'ajouter en intensité. Donc la transparence, là ça devient vraiment un outil clé. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'ai passé 2 couches de glacis assez foncés, donc noir mélangé avec un petit peu de bleu peut-être, mais vraiment très très foncé. J'essaye simplement de ne pas étaler énormément de pigments en quantité, d'avoir quelque chose de suffisamment dilué. Et ce que tu veux éviter de faire à ce moment, c'est de rebattre tes cartes, donc de retourner dans l'étape du coloriage. C'est pour ça qu'encore une fois, là, le glacis est vraiment très très pratique.
Tu peux en rajouter 10 couches si tu en as envie, ça se fait. Moi, j'ai tendance à trouver que les glacis sont suffisamment puissants pour pas avoir besoin d'en rajouter trop. Et puis surtout là, sur une peinture de cette taille, c'est-à-dire de petite taille, il n'y a pas non plus besoin de rajouter 50 couches. Tu vois que j'ai aussi rajouté l'ombre portée du serpent sur la branche avec ce glacis de noir, toujours pareil. Donc j'ai vraiment une étape, une séance de peinture qui est dédiée à ces glacis de noir fin qui vont me permettre de retravailler mes valeurs dans le foncé. Comme si à la fin de ton dessin, tu prenais du charbon ou tu prenais un 8B ou un truc comme ça et que tu allais vraiment appliquer tes zones les plus foncées de ton dessin. Ben là, c'est ça que je suis en train de faire, mais sur ma peinture et avec du noir transparent. Pour le fond, je vais simplement le rééclaircir énormément. Je vais complètement enlever toute la partie végétation qui est en dessous pour que mon serpent puisse respirer. Et puis pour qu'il n'y ait vraiment plus que ça à voir sur la partie droite de ma peinture, que le serpent soit là, présent, unique, seul. Et donc ça va lui donner de l'espace pour vivre et pour être dans la peinture. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va bosser sur cette peinture de serpent que je suis en train de faire, qui est une peinture qui est inspirée d'un photographe super balèze que j'ai rencontré sur Instagram, que j'ai découvert en tout cas. Et donc voilà, il va y avoir 2 séances pour cette peinture, une partie grisaille et une partie couleur en fait. Donc la prochaine fois, on fait la grisaille, puis la couleur, forcément, c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Et ensuite, promis, on arrête avec les serpents pour ceux qui balisent avec ça. Moi en tout cas, j'adore les serpents, c'est vraiment cool pour moi de peindre ça, donc voilà, à la prochaine.